bienvenue à cet après-midi, toujours autour du real-time marketing. Donc aujourd'hui, on va voir quel impact cela a sur la marque, comment faire pour gérer l'interaction avec les clients ou les prospects, quelles opportunités, quelles tendances se dégagent dans les comportements des clients, des consommateurs, et quelles sont les bonnes pratiques. Donc cette session est organisée par le Club des annonceurs. C'est Eric Campanini, qui est partenaire de Bearing Point et qui a plus de 15 ans d'expérience dans la relation client digitale, qui va présenter les grandes tendances de cette relation client. Et 3 annonceurs sont présents pour apporter leur témoignage. Cédric Belloir, qui est directeur de la relation client en Poeo Direct Énergie. Patrick Rousseau, qui est directeur de la communication et des stratégies de des marques Laser et qui est également administrateur du Club des annonceurs. Et enfin, Renaud Ferrand, responsable digital de Cofinoga. Je leur laisse la parole. Et à tous, je vais lancer les présentations. Donc ça, peut-être que je peux passer, hein, c'est ça. Voilà, merci. Oui, effectivement, pour donner quelques éléments de tendance de cette relation client et surtout de cette relation marque-client à l'ère du real-time marketing et de cette transformation digitale, j'ai donné quelques éléments des travaux d'études que nous avons pu mener côté Bearing Point, avant évidemment de laisser la parole à nos confrères. Aujourd'hui, on identifie 4 grandes tendances, 4 grands éléments qui structurent assez fondamentalement la relation client. Le premier, c'est, et on va le voir, les clients qui expriment leurs besoins de considération et qui couplent à ça des besoins d'autonomie de plus en plus fortes. J'aurai l'occasion d'y revenir. Le nomadisme, évidemment, l'explosion des usages mobiles, que ce soit dans une relation B2C directement, mais aussi dans du B2B2C. Et enfin, les médias sociaux dans leur capacité à transformer le comportement au quotidien et le rapport et le lien entre la marque et ses clients. Donc de ces 4 tendances, je vais revenir sur des exemples concrets à partager avec vous et peut-être donner les tendances pour le reste de la discussion. Alors, ce qui me frappe derrière ces 4 grandes tendances, c'est que toutes les études qu'on peut mener, tous les échos qu'on peut avoir de la part de grands groupes, de grands industriels, font ressortir un élément très fort, c'est que on parle de real-time marketing, formidable. On parle de big data, formidable. On parle d'investissement technologique extrêmement lourd. Ce qui nous paraît essentiel, c'est d'abord et avant tout d'assurer les fondamentaux de cette relation client. Et si on regarde les résultats du podium de la relation client depuis 10 ans, ce qui est frappant, mais vraiment frappant, chaque année, sur 11 secteurs d'activité différents, sur 4000 consommateurs adressés, chaque année ressortent évidemment des éléments de réactivité que vous avez en rouge ici sur les différents secteurs d'activité, mais aussi des éléments fondamentaux de cette relation client sur la réponse aux besoins, cette notion derrière de once and done, le traitement rapide, le service après-vente, la résolution de ces problèmes et des réclamations. Donc on est vraiment sur des choses, finalement, on pourrait presque dire assez décevantes, alors qu'on voit des choses extraordinaires d'un point de vue technologique. Le premier besoin, ou les premiers besoins, sont vraiment sur des fondamentaux de cette relation. Et on aura l'occasion de le voir tout à l'heure avec Cédric Belloir, je pense, sur cette capacité, justement, d'abord à répondre à cette dimension. Il y a ensuite, bien évidemment, je l'introduisais tout à l'heure, l'intégration des médias sociaux dans tous les canaux et dans tous les moments de contact, que ce soit effectivement sur une logique d'acquisition, et là je pense qu'on est encore en découverte et on est tous en train de se dire qu'intuitivement il y a des choses extrêmement intéressantes en termes d'acquisition client potentielle, en tout cas en termes d'image de marque, très certainement aussi dans la capacité à interagir au moment du service client, la transposition et la traduction en pièces sonnantes et trébuchantes des investissements qu'on fait sur les médias sociaux aujourd'hui, je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire et au début de la relation. Ce qui est sûr, c'est que ça impacte de façon assez forte, on le verra tout à l'heure aussi, l'organisation, les recrutements et la manière même de traiter le client. C'est, pour faire simple, le passage de l'oral à l'écrit qui paraît tout simple à exprimer comme ça, qui est extraordinairement complexe à gérer au quotidien et à gérer dans une logique real-time. Autre élément qui nous paraît intéressant en termes de tendance, c'est aussi la capacité à mettre en harmonie les médias digitaux,
les investissements qu'on peut faire sur ce sujet-là, donc sur cette dimension technologique, digitale, mobile, nomadisme, de digital in-store, on reviendra dessus avec Laser tout à l'heure, et de vraiment mettre en harmonie ces investissements que je fais d'un point de vue digital et d'un point de vue humain. Et finalement, comment est-ce que j'équilibre pour le consommateur, pour qu'il y ait une fluidité du parcours et une vraie cohérence et une vraie expérience, au-delà du côté technologique, mais aussi sur une dimension qui nous paraît importante, qui est de se dire, derrière, finalement, comment est-ce que je m'assure que toute la chaîne de l'entreprise est bien impliquée et impactée par cette révolution en termes de relations clients. On note que, alors, pas chez Sephora, de façon générale, dans le milieu des cosmétiques, une des premières raisons pour lesquelles vous avez ces beauty assistants qui vous accueillent dans les corners, qui démissionnent, qui quittent l'entreprise, c'est parce qu'elles en ont assez d'être moins bien équipées, moins bien informées, moins bien accompagnées que les clientes qui se présentent à elles. Et donc là, on voit aussi qu'il y a un élément de paradoxe et une vraie complexité à gérer sur, d'un côté, les investissements que je peux faire sur le web, les investissements que je peux faire pour générer du trafic du web vers le magasin, mais aussi une fois dans le magasin, qu'est-ce que j'investis et qu'est-ce que je fais à destination des équipes de vente et des équipes commerciales. Donc là, il y a aussi un autre élément qui est vraiment de s'assurer que ces collaborateurs en savent autant que les clients, si ce n'est plus, mais déjà autant que les clients dans le contexte actuel, ça devient extrêmement difficile. Et ça veut dire aussi qu'à l'ère du real-time marketing qui nous anime aujourd'hui pendant ces 2 jours, il y a cette capacité à faire confiance et à trouver des règles managériales différentes. Autre élément assez fort de tendance, une fois qu'on a compris qu'on investissait sur les fondamentaux, on travaille sur l'harmonisation digitale moyen-humain, on travaille sur l'organisation interne. Il y a cette capacité de personnalisation de la relation tout au long de la chaîne, tout au long de la relation. Alors, je vois certains qui sont un peu étonnés de voir un chien, un chat sur un écran comme ça. Le lien, c'est simplement pour trouver une illustration dans le domaine du pet food, que je trouve assez intéressant à regarder en termes d'innovation, dans la capacité à proposer des packaging personnalisés pour le propriétaire d'un chien, mais voire demain de proposer un contenu, produit, adapté à l'ADN de votre chien, compte tenu de son âge, compte tenu de son évolution et des maladies qu'il pouvait y avoir précédemment. Et donc on voit qu'on a une richesse d'informations qui nous permettent de personnaliser le produit, le service, vis-à-vis, bien évidemment, du consommateur final, le chien ici, ou le chat, mais aussi de connaître le propriétaire et de remonter dans la chaîne, que ce soit un réseau de distribution de pharmacie ou de propriétaires ou d'acteurs, donc plutôt B2B2C. Et là, attention, on a un formidable potentiel de personnalisation et cette notion de big data et d'open data qu'on peut arriver à collecter. Question sur les investissements nécessaires et le retour à l'investissement derrière. Question aussi à ne pas chercher à faire de l'hyper-personnalisation, qui n'est pas adaptée à un contexte, pour des questions aussi légales, qui est là un autre champ de réflexion qui mérite d'être encore largement travaillé. Et derrière, là aussi, back to basic, je pense qu'il y a une vraie responsabilité des marques aujourd'hui à travailler la réassurance, à simplifier un univers qui devient extrêmement complexe, extrêmement riche en termes de données, et que les acteurs qui feront la différence ou qui font la différence aujourd'hui sont ceux qui sont vraiment capables de simplifier cet écosystème. Et on voit aujourd'hui quand même, au niveau d'un certain nombre de marques, une surabondance d'offres où on se félicite de la richesse de l'offre et ça ne fait que masquer, paradoxalement, une complexité de l'organisation interne ou une incapacité de l'entreprise ou de la marque, finalement, à réduire son catalogue produit ou à simplifier son offre en fonction du parcours. Une fois que j'ai simplifié cette offre et simplifié le parcours, je peux commencer à réfléchir à comment aller au-delà du produit, au-delà d'une expérience du produit. Et là aussi, je pense que c'est un élément intéressant avec la masse de données qu'on peut récupérer, de connaissances de tout un chacun ici dans la salle, de se dire finalement, en tant que marque, est-ce que j'ai intérêt à me positionner aussi sur un univers qui n'est peut-être pas directement lié à mon produit, qui n'est pas directement mon produit en lui-même ou mon service, mais finalement des univers qui sont connectés et qui sont des univers d'intérêt pour le consommateur et la consommatrice. C'est l'exemple ici de Vuitton qui avait lancé cette application
autour du voyage et vous accompagner sur une visite de New York, des conseils de Sofia Coppola, etc. Au-delà de l'exemple en lui-même, je trouve intéressant de voir qu'on ne voit pas du tout de produit Vuitton ici. On travaille vraiment sur cette relation au-delà du produit et on peut intégrer une dimension de connaissance client qui renforce l'attachement à la marque, parce que c'est un des éléments qui nous paraît assez clé aujourd'hui. Sur tout ce qui va être traitement à chaud, traitement à froid, on va continuer à avoir des indicateurs de performance traditionnels. Il y a un univers qui est à ouvrir complètement aujourd'hui dans la capacité à se dire, mais finalement, dans cet univers-là, qu'est-ce qui fait vraiment l'attachement à la marque ? Et dans ce qui fait vraiment l'attachement à la marque, il y a plusieurs actions. Donc là, on a vu en dehors du produit pour Vuitton. Un autre exemple qui me paraît intéressant, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure, sur la co-création et cette initiative que vous connaissez peut-être, qui a été lancée par le Crédit Agricole et dont la vocation, pour faire simple, c'est de se dire, mais finalement, je vais faire confiance au marché. Je vais faire confiance à mes 21 millions de clients d'un côté et à des développeurs externes au Crédit Agricole pour développer des applications, innover et lancer de la co-création. Et moi, marque Crédit Agricole, qu'est-ce que je fais ? J'apporte de la réassurance, on l'a vu tout à l'heure, et j'apporte aussi l'ouverture et l'accès à des données bancaires. Et imaginez si une marque comme le Crédit Agricole, banque, s'engage dans un univers de co-création comme ça, c'est bien qu'il y a un potentiel derrière d'innovation d'une part, et de mettre en relation directement les développeurs avec les 21 millions de clients, et de se rémunérer directement sans intervention de la banque. C'est un univers de services supplémentaires, c'est aussi un vrai challenge en termes de positionnement de marque et de capacité à faire confiance à l'externe sur finalement cette relation-là. Par contre, et pour avoir minimé les focus group avec des clients du Crédit Agricole, je vous assure qu'en termes d'attachement à la marque, on est sur quelque chose d'extraordinaire avec une vraie prise de risque. Et derrière, et ce sera mon mot de conclusion, ce que j'essaye d'introduire ici, c'est vraiment de se dire, on parle beaucoup de technologie aujourd'hui. On parle beaucoup de capacité à automatiser, à faire du retargeting automatique, etc. Ce qui me semble très important, c'est de se mettre collectivement dans la peau des consommateurs et consommatrices que nous sommes et de prendre en compte un certain nombre de paradoxes, parce que le client digital aujourd'hui est profondément paradoxal, et vous l'êtes et je le suis, et je n'attends pas la même relation avec la marque le matin, le soir, si je suis dans le métro, dans ma voiture, avec mes enfants ou avec des amis, je n'attends pas le même type de relation et je vais vouloir à la fois de la simplicité et de la richesse. Et c'est ce paradoxe-là, si j'en prends un seul de ceux qui sont cités ici, qui est extrêmement complexe à gérer au quotidien. Et donc je pense que, et ce sera mon dernier message, il y a un vrai travail sur cette connaissance client qui est à faire. Il y a aussi un vrai exercice d'humilité pour les marques et une capacité à se remettre en question de façon assez fondamentale dans cette relation où les critères et les paramètres changent de façon très 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 rapide. Voilà, donc ça c'était l'idée pour vous donner les grands axes et les grandes tendances qu'on peut constater aujourd'hui sur le marché. Je vais m'arrêter là pour vraiment laisser la place à des exemples très concrets et des retours d'expérience que je trouve pour ma part vraiment passionnants au travers de nos trois amis ici qui chacun illustre une partie vécue de cette relation marque-client dans cet univers de real-time marketing et tout ça grâce au Club des annonceurs et je les remercie de pouvoir faire ça. Peut-être pour commencer, Cédric Belloir, donc de Poeo Direct Energy, peut-être rappeler oui. Poeo Direct Energy ou Poeo Direct Energy ou Direct Energy, enfin peut-être juste resituer un peu Direct Energy. Oui. Alors, on est le premier opérateur alternatif d'énergie en France. Effectivement, tout a commencé il y a à peu près 10 ans, que ce soit Poeo ou Direct Energy. C'est un peu l'histoire au fond de mon garage où j'ai eu une idée. Alors, c'est pas moi qui ai eu l'idée en l'occurrence, mais je l'ai accompagné. Et l'idée folle, c'est d'aller sur un marché dominé par des mastodontes, que sont EDF et GDF, que vous connaissez, qui ont une notoriété évidemment extrêmement forte, extrêmement bonne. Déjà parce que chacun, je pense, ici, a dans sa famille ou dans ses proches, quelqu'un qui travaille chez eux. Les petits hommes en bleu, on les voit tous les hivers et ils ont une très bonne communication là-dessus. Ce sont des leaders mondiaux et par ailleurs, c'est un marché avec un produit extrêmement sensible puisque l'énergie, on a encore des actualités aujourd'hui, viennent montrer qu'on ne peut pas toucher à l'énergie exactement comme on veut. Donc c'était une complexité et une idée complètement folle au départ, que ce soit Poeo ou Direct Energy. Alors,
1 million de clients nous ont fait confiance. Je ne sais pas, ça serait intéressant de faire un sondage si il y a beaucoup de clients dans la salle. On peut le faire. Il y a des clients Direct Énergie. Vous viendrez me voir à la fin. Une, pas mal. Non, mais le client Direct Énergie est modeste, c'est ça. Et humble. Une grande humilité, effectivement, surtout pour moi. Mais non, je ne suis pas très surpris, en fait, parce que ce marché n'est pas ouvert. Le marché intérieur, il est ouvert depuis 2007 pour le particulier. Et vous voyez la méconnaissance, et vous êtes plutôt sur des CSP supérieurs et pas moins, donc du coup. Et pourtant, vous n'avez pas changé, vous n'avez pas fait ce pas-là. Et donc, on est dans du paradoxe, parce que pourtant, vous auriez tout intérêt à le faire. Et là aussi, je vous encourage à aller au moins sur Internet, ou sinon appeler nos services clients, et vous verrez que vous serez bien reçu. Et puis, si vous avez un problème, vous m'appellerez. On met votre mail et numéro de téléphone à la fin. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que c'était pas évident. Et du coup, à l'intérieur, il y avait aussi une volonté directement chez Poweo Direct Énergie de mettre la relation client comme un élément différenciateur. Parce que c'est vrai, quand on a une problématique de prix, vous verrez que les ristournes ne sont pas énormes, il n'y a pas de rupture technologique comme on a pu avoir dans les télécoms. Donc on se retrouve avec quelque chose d'assez compliqué à vendre pour faire en sorte que des millions de clients comme vous, en tout cas une, puissent venir et prendre ce bel opérateur. On en a quand même 1 million. Le premier acte, finalement, qui a instauré la relation client comme étant une réalité et pas une tarte à la crème, hein, parce que le client roi, je pense que toutes les entreprises vous l'ont raconté, ils ont fait des pubs dessus. Nous, on a installé la relation client au comité de direction. Donc déjà, c'est un acte relativement fort de la part des actionnaires et propriétaires et par ailleurs PDG, de dire la relation client, c'est pas simplement une tarte à la crème dont je vais faire de la communication ou je vais essayer d'en faire parler. C'est réellement, je l'instaure comme une entité à part entière, avec droit et devoir, bien sûr, avec l'ensemble des éléments de la responsabilité. Donc, à la fois du bonheur et de la difficulté, parce qu'il faut rendre des comptes, mais il faut être en capacité d'action, et du coup, ne pas laisser les commerciaux ou la DOSI ou d'autres encore dicter ce que le client a envie de faire. Alors, justement, Cédric, vous êtes quand même, pour la 6e fois, élu service client de l'année. Donc, à part dans une république bananière, moi, je n'ai pas vu ça. Donc, pour être très concret, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vous avez commencé à dessiner les choses, effectivement, l'organisation, qui est un élément assez fondamental, et je pense qu'il y a des bonnes leçons là à apprendre. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent le fait que, effectivement, vous avez gagné, et vraiment gagné ce prix-là pendant 6 années de suite ? Je ne vais pas tout dire. On a couché. Sur le papier, un ensemble d'éléments, bien sûr. Non, c'est important d'avoir de coucher aussi sur le papier ce qu'on veut faire avant. En fait, c'est la philosophie. C'est pas tant des outils, c'est pas tant des moyens. C'est avant tout la philosophie. Alors, c'est pas tout à fait à contre-courant, mais la relation client, c'est des hommes, pour les hommes, pour les femmes, bien sûr. Hein. La première chose, c'est ça, c'est qu'on est dans de la relation, on est dans l'humain, et c'est fait par des humains en général. L'autre point, et pourtant on était tous avec une volonté d'être dans l'innovation permanente et de dire que les outils allaient résoudre toutes les problématiques des clients, c'est ni l'outil ni la modernité qui viennent nous driver, mais c'est bien l'homme qui va avoir cette maîtrise de là encore. Donc on inverse complètement la tendance qui peut parfois apparaître quand il y a une sorte de dictature de Twitter ou de Facebook, et que si on n'a pas sa page, en fait on est des nuls. Nos clients, ils n'attendent pas ça, sur notre marché en tout cas, aujourd'hui. Donc on va sur ce qui fait du sens au client, au final. Et après, on a quelques dogmes de pragmatisme, et non pas de dogmatisme, c'est le paradoxe, hein, bien sûr. Mais le seul dogme, c'est de ne pas en avoir. Il y a une volonté de toujours remettre au centre la volonté du client. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Quels sont ses besoins ? On est sur un marché qui est... Alors, je n'extrapole pas sur l'ensemble des marchés, mais un marché relativement simple, puisqu'aujourd'hui, le client il va être d'abord bien facturé. C'est le premier métier. Il veut être compris quand il nous appelle, avoir un problème de résolution. Et je pense que là aussi, interrogez-vous combien de fois vous appelez votre fournisseur. C'est très rare. Mais si vous êtes déçu la seule fois que vous l'appelez dans l'année, évidemment, c'est une cause de rupture, surtout quand on est un alternatif comme nous, avec une promesse, en tout cas au départ, extrêmement forte de différenciation par la qualité. D'accord. Donc finalement... je vais dire presque back to basic, mais c'est ça qui crée la relation et c'est ça qui fait la différence. C'est exactement ça. En fait, la relation client, c'est très simple à partir du moment où on reste sur ces fondamentaux-là. On
on est vraiment contre l'effet de mode. Ça veut dire qu'il faut être extrêmement opportuniste, il ne faut pas être en retard. Et nous avons aussi notre page Facebook et Twitter, puisque je le citais comme un contre-exemple, mais bien sûr on l'a. Donc on ne s'interdit rien, on est dans la capacité aussi d'aller tester, d'aller faire des pilotes, de se tromper, de recommencer. Et effectivement, la relation client, c'est ça aussi, c'est toujours se remettre en cause avec beaucoup d'humilité. On est très content pour les équipes, on est très content aussi pour nos clients de gagner 6 années de suite. On n'aura peut-être pas une 7e année, peut-être que dans 2 ans, on gagnera malgré tout la 8e, mais on n'a aucune idée là-dessus préconçue. Donc on n'est pas du tout, là encore, dans le dogmatisme, mais dans l'adaptation à ce que nos clients, et qui évoluent énormément bien sûr, sont en attente et nous disent en fait tous les jours. Et là aussi, c'est un autre point, c'est que on fait des études, bien sûr, et on est accompagné. On a des enquêtes qui tournent en permanence, on a du post-appel, on a du mensuel, du semestriel, de l'annuel, on a l'asset CLI, du NPS. Enfin, on a exactement tout ce qu'on peut avoir en termes d'études, mais on a aussi plus d'1 million d'appels tous les ans. Et ces 1 million d'appels, il faut les analyser. Ce n'est pas la peine d'aller faire une étude si au quotidien, vous n'écoutez pas tout simplement votre client. Alors, pour rebondir finalement sur la relation client au comité de direction, ça veut dire qu'on a fait des séances d'écoute. À l'époque, c'était Charles Becbédé, que vous pouvez voir à la télé, il était en train d'écouter des appels clients. Alors on n'est pas allé jusqu'à faire prendre des appels par l'ensemble du comité de direction, mais dans l'esprit, c'était un peu ça. Le monde de l'énergie est trop compliqué pour faire ça. D'autres le font, ils ont bien raison de le faire, mais au moins d'écouter ce que disent nos clients, et pas que les bons appels, pas que pour dire la relation client est tellement bonne que je la fais écouter à mon PDG, mais aussi pour les très mauvais appels, dans un sens de boucle d'amélioration continue. Parce que là aussi, on a cette responsabilité, je parlais de droits et devoirs. La responsabilité, c'est d'aller voir la DOSI, de lui expliquer, ou la DSI, comme vous l'appelez, ça dépend, les services informatiques, l'IT, pour leur expliquer quel est mon besoin, qui est celui du client, et non pas l'inverse. Ce n'est pas les développeurs qui vont dicter. Je pense que vous le connaissez, on en parlait un peu tout à l'heure. Ce ne sont pas les développeurs qui vont expliquer de quoi a besoin le client. Ce n'est pas un responsable web intégré à la DOSI qui va expliquer ce que c'est qu'un bon espace client non plus. Donc il faut réussir à inverser cette tendance. Alors c'est plus ou moins facile. Quand sur les fonds baptismaux, on vous a mis au comité de direction, c'est plus simple, c'est certain. Mais il faut continuer le combat. Merci Cédric. Peut-être Patrick Russo pour... enchaîner, vous êtes quand même dans une position idéale entre vos responsabilités côté laser et en tant qu'administrateur du club des annonceurs pour observer aussi les tendances et voir ce qui se passe concrètement sur le marché. Et je crois que vous étiez il y a un peu moins de 2 semaines à New York au salon NRF, le National Retail Federation, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, le temple de ce qui se passe en termes de tendances et notamment sur la partie Digital In-Store. Alors, vous revenez avec quoi dans cette vision? Sur des exemples concrets ou encore sur des nids à poussière et des choses qui ne marcheront pas? Alors, je vais faire une petite introduction d'abord pour expliquer 2 choses. Déjà, ce qu'est Laser, puisque c'est important de le dire, Laser, c'est un groupe européen qui travaille sur tout services proposés aux retailers, d'où notre présence à la NRF, tout ce qui concerne le paiement, la fidélisation et les services financiers, avec une base qui est quand même très importante autour de la connaissance client. Une des marques commerciales en France, c'est Cofinoga, Renaud vous en parlera tout à l'heure. Et quelques mots sur le club des annonceurs. Pour le club des annonceurs, qui regroupe quand même énormément des marques principales qu'on peut trouver en France, avec tout ce qui est direction marketing et communication, vous le voyez, notre baseline, c'est une marque d'avance. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer de quelle manière la fonction marketing et communication devient essentielle au sein des organisations, non seulement par l'approche qu'elle peut avoir en termes de marque, mais également en termes de prospective. Et c'est très important de montrer comment ces fonctions marketing ont besoin et sont essentielles aujourd'hui dans le développement d'une entreprise et de sa marque. Donc New York, j'y arrive. Au sein de Laser, je vous parlais d'un élément qui est très important, qui est la connaissance client. Donc on essaye systématiquement d'aller voir où ça se passe concrètement. Et c'est vrai que New York, durant ce salon qui s'appelle la NRF, mais également dans ce qu'on peut trouver sur les points de vente, est très important pour ça, puisqu'il y a quelque chose chez les Américains qui est de ne pas avoir de problème à implémenter des nouvelles solutions, à apprendre des échecs, à apprendre des erreurs. Et ce qu'on pouvait voir cette année en introduction de ce que je vous montrerai après comme cas très précis, c'est qu'en fait, on a eu l'année dernière et un peu l'année d'avant aussi beaucoup de technologies qui arrivaient. Il y avait Google Wallet, il y avait énormément de choses autour du paiement, autour des tablettes. Et cette année, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une réémergence du rôle du marketing et de la marque pour mieux intégrer, mieux proposer et mieux répondre aux besoins du client, non pas pour faire du bling-bling avec de la technologie à tout prix et partout sur les sites web et dans les points de vente, mais pour vraiment partir une bonne fois pour toutes du besoin et d'un service apporté au client. Et c'est très très important.
Donc c'est comme ça que je vais animer mes 3 slides. Le premier, si voilà, parfait, c'est autour de la relation, puisque cette conférence s'appelle la relation marque-consommateur. Autour de la relation, juste un petit mot, ce voyage était organisé par l'échangeur, qui est l'entité de Laser, qui est sur toute la prospective de la relation client et qui travaille pour nombre d'enseignes, justement pour les accompagner dans les réflexions qu'ils peuvent avoir sur ça. Là, on est chez Nike. Nike, dans New York, a ouvert un magasin qui est très niche, qui s'occupe uniquement de tout ce qui est le matériel pour les gens qui font du running. Et ils ont développé un programme qui s'appelle Nike Plus, qui est une sorte de réseau social des aficionados du running. Ce qui est très important par rapport à ça, c'est le terme de relation. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le cadre d'un lieu physique, qui est un magasin, on le voit bien là, d'arriver à lier une relation avec leurs clients et de les amener sur le digital, mais inversement que le digital les amène également sur le magasin. L'idée derrière, c'est pas d'essayer de driver de la vente à tout prix, c'est de nourrir une relation avec le consommateur qui est déjà client de Nike, une relation à valeur ajoutée. Là, on voit une personne qui est en train de montrer les gens qui sont munis en fait du programme Nike Plus et qui ont une montre en fait, qui les suit un petit peu sur leur parcours lorsqu'ils courent, de montrer les parcours types, ceux qui ont été préférés par les gens, et du coup de pouvoir échanger via la marque Nike avec tous les gens qui aiment le running, tous les bons plans pour pouvoir se balader dans Manhattan et pouvoir faire des courses assez intéressantes dans Manhattan. Au-delà de ça, on voit que la marque n'a pas essayé à tout prix de vendre du produit, mais essayé de vendre une expérience. En plus, bon, à part le prix de la montre, l'expérience est gratuite. Et ça marche très très bien parce que c'est pile poil en adéquation avec un mode de vie. On est vraiment là sur les styles de vie. Et c'est très important de regarder que le service, il est souvent lié à un style de vie. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que au-delà de la personnalisation one-to-one, qui me semble un petit peu un truc un peu irréalisable, on est plus dans les modes de vie et surtout des modes de vie qui évoluent et qui changent en permanence. Et là, il est très important d'amener, c'est les fonctions marketing que vous représentez, d'amener la réactivité à vos marques et à vos entreprises dans cette relation. Il faut bien se mettre en tête que plus rien n'est comme avant et que tout va toujours bouger. Si on part du principe qu'on rentre dans une période qui est quand même formidable parce qu'en fait, ça va bouger tout le temps, donc il faut être réactif. Il ne faut pas avoir peur de tout et de n'importe quoi, le bad buzz ou les choses comme ça, c'est des choses qui arrivent. C'est ce qui fait la vie d'une marque qui est revenue au niveau du consommateur. Pendant longtemps, la marque, elle était au-dessus. Elle dictait un petit peu ce qu'elle voulait aux consommateurs via de la publicité qui était plutôt descendante. Aujourd'hui, on voit bien que les marques reviennent au niveau du consommateur et sont rentrées dans un système qui est plutôt un système relationnel. C'est pour ça que j'ai voulu, sur le premier slide, faire émerger le mot relation parce qu'il me semble très important. Sur le deuxième slide, là, c'est une démo d'une solution qui est faite par Adidas, qui est vraiment qui coupe court à cette question qui est vraiment une question qui ne concerne uniquement les gens qui réfléchissent et non pas le consommateur, le online to store. Aujourd'hui, le consommateur ne se pose pas la question de savoir « je suis chez moi, je suis en train de faire ça, quand j'irai dans le magasin, je ferai ça ». Pour lui, il est devenu naturel d'avoir une vie omnicanale tout au long des différents contacts qu'il aura avec une marque. Et ce qu'ont bien compris Adidas, là, c'est justement sur un point de vente, de se dire qu'on peut avoir un écran tactile avec des produits qui sont en magasin et qui utilisent toutes les notions même du digital. On peut cliquer sur ces chaussures, voir comment est le buzz sur cette chaussure, quelles sont les personnes qui l'utilisent, voir des vidéos, tout en étant sur le point de vente, comme on pourrait le faire sur Internet. Et là, on voit bien qu'on essaie de coller à la notion même de relation du consommateur avec la marque. Et c'est là où l'importance de la marque, et c'est ce qu'on essaie de montrer au Club des annonceurs, est essentiel, c'est que c'est ce que vous arriverez à véhiculer par votre marque qui fera que les opérations que vous mènerez comme celle-là seront successful parce que vous garderez votre ADN. L'important, c'est de garder son ADN et d'arriver à proposer des expériences, qu'elles soient servicielles, du service, ou qu'elles soient purement expérientielles, de plaisir, qui soient toujours en adéquation avec votre ADN. Donc la notion de marque est très importante pour ça. On voit bien que le consommateur est attaché à la marque dès le moment où celle-ci ne se fourvoie pas dans des technologies ou dans des propositions qui n'ont rien à voir avec son univers. Ça ne veut pas dire pour autant qu'une marque ne peut pas évoluer. Mais il faut toujours être très attentif à ça parce que le consommateur est intransigeant et vous savez très bien qu'aujourd'hui, il a un mode de fonctionnement qui est très issu de ce qu'il fait sur le digital. Il passe à une autre marque aussi rapidement dans le physique que dans le digital en un coup de clic. Donc c'est très important de ne pas être déceptif sur ça. Le dernier point, c'est le consommateur et c'est celui qui me semble le plus important. Notre réflexion également au Club des annonceurs, c'est vraiment de
de partir du principe même que le besoin du consommateur, c'est avant tout ce qui est important. Un besoin qui soit exprimé ou pas, hein. On peut inventer des nouveaux besoins, des nouveaux services, sans que pour autant c'était une demande factuelle d'un consommateur. Dès le moment où ça répond à un besoin et à une utilité, c'est là où le pari est gagnant. Ça, c'est Michael Kors aux États-Unis, c'est chez Macy's, qui ont développé un système de conciergerie au niveau du lieu de vente, mais qui est un relais sur Internet et qui permet en fait de faire le lien entre ce que vous avez pu voir sur le web en sélectionnant différents produits. Vous arrivez sur le point de vente, qui est un corner là chez Macy's, et en fait, il suffit de re-rentrer le code ou de présenter votre téléphone pour pouvoir en fait revoir votre liste et pouvoir interroger directement les gens sur le point de vente par rapport à ce que vous aviez présélectionné sur Internet ou vu sur Internet, et d'avoir le lien direct avec le lieu physique. C'est une déclinaison du mode concierge. Il y a plein d'autres services avec des propositions alternatives qui sont assez bien faites, notamment par rapport au stock qu'il y aura sur le point de vente. Et on répond vraiment là à un besoin qui est un peu la frustration qu'on peut toujours avoir sur le produit que j'ai vu sur Internet, va-t-il être dans le corner qui n'est pas aussi grand que le store sur Internet pour pouvoir le voir. Donc, il y a un vrai lien pour permettre en fait de rebondir et pas être dans un moment de frustration, de ne pas revoir les mêmes produits sur le point de vente. C'est assez bien étudié, c'est assez simple d'utilisation, c'est du tactile et ça fonctionne pas mal. Donc tout ça pour vous dire que ce qui est très important, c'est vraiment cette relation marque-consommateur. Tous les mots sont importants et je crois que les métiers du marketing et du e-marketing en l'occurrence, ont un bel avenir devant eux, si tant est qu'ils ne perdent jamais en vue cette question essentielle qui est le besoin du client. Après, tout ce qui est l'instantanéité, la réactivité, tout ça, c'est les problèmes d'aujourd'hui, mais vous verrez que dans un an, il y aura une nouvelle mode qui arrivera sur un nouveau produit ou un nouveau service. Donc, je crois que ce qui est très important, c'est de ne pas perdre cet ADN même de la relation entre la marque et le consommateur, qui nous semble essentiel. Oui, c'est l'ADN et c'est aussi beaucoup de sens. Et donc, on se rattache à la marque, à la compréhension du client, à la marque, on donne du sens. Et après, toutes les innovations technologiques suivent, en fait. C'est ça l'idée. C'est vraiment pour ça que j'ai extrait ça. On est vraiment dans le sens même de ce qui lie la relation du consommateur avec la marque. Et ça se passe au niveau du marketing, hein, et on le verra après dans la discussion. Il est très important que cette fonction marketing, prouve aux directions générales l'importance de cette relation et comme quoi tout se passe finalement sur cette démarche marketing qu'on pourrait même qualifier de marketing stratégique. Et puis, comment les choses, de toute façon, vont maintenant évoluer en permanence. Je ne crois pas à une stabilité dans l'évolution de ce qui peut se passer aujourd'hui. On voit bien que chaque jour, sa nouvelle tendance. Alors, il ne faut pas se laisser avoir par des tendances un peu éphémères qui ne sont peut-être pas les tendances de fond. Mais pour autant, si on reste bien sur le triptyque de la relation entre la marque et le consommateur, je pense qu'on a des chances de ne pas perdre le fil de ce qui est l'essence même de l'ADN de la relation. C'est un message d'espoir pour toutes les innovations digitales que j'ai trouvées en magasin, pleines de poussière ou dans les tiroirs, etc. Je ne sais même pas si c'est une question d'espoir, parce que l'espoir, ça voudrait dire qu'on croit encore à certaines choses d'avant. Je crois que c'est plutôt un message de positivisme, parce que on le voyait bien à New York, hein, vous savez, c'est dans les périodes difficiles, les Américains ont cette capacité, en fait, hein, je ne sais pas pour critiquer la France, et je ne suis pas un adorateur à tout prix des États-Unis, mais on voit bien que dans les périodes difficiles, ils ont cette capacité à essayer de positiver et d'essayer justement des nouvelles choses. Et c'est très intéressant de voir ça parce qu'on le fait également au niveau du Club des annonceurs. On fait des voyages d'études régulièrement, enfin au moins une fois par an, parce qu'on voit bien le positivisme que peut amener des petites boîtes qui ont envie de faire des choses nouvelles, qui amènent des nouvelles solutions. Vous voyez, ce n'est pas des grosses boîtes qui mettent ça chez Michael Kors. Donc on voit bien comment, quelque part, l'initiative est récompensée dès le moment où elle est vraiment dans cette optique de marque et de relation. Et ça fonctionne très bien. Bien sûr qu'on peut se planter, mais on passe à autre chose. Le consommateur aujourd'hui, il n'est pas méchant lorsque il a en face de lui une marque qui sait reconnaître ses échecs et passer à autre chose. Il n'y a rien de pire quand une marque elle est dans la négation de choses qui ne fonctionnent pas. Donc aujourd'hui, on a l'habitude de passer à autre chose, de dire on s'est planté, on passe à autre chose. Donc il ne faut pas hésiter à être dans ce positivisme, d'essayer et d'avancer avec le consommateur. D'accord, merci. Peut-être un message, Renaud Ferrand, côté Coffee Noga, justement sur, on l'a vu avec Patrick, sur le sens de cette relation marque-client. Le digital transforme de façon assez fondamentale même les critères de satisfaction exprimés par les consommateurs et les consommatrices. De votre côté, dans votre vision des choses, qu'est-ce qui fait cet attachement à la marque et surtout, comment est-ce qu'on peut trouver des exemples très concrets
et qualitatifs et quantitatifs pour illustrer les propos de nos deux amis. Alors, pour commencer, je représente la marque Coffee Noga, qui est une marque utilitaire. Donc, ce que le consommateur attend d'une marque utilitaire, c'est qu'elle lui fournisse un service en priorité. Et pour rattacher cet attachement et cet engagement à l'égard de notre marque, il nous faut travailler sur un mot tout simple, c'est simplicité. La simplicité, on va la décliner sur quatre enjeux majeurs. Dans un premier enjeu, c'est la praticité. Il faut que notre service soit pratique, et surtout sur le digital. Il faut qu'on arrive à enlever de nos sites web, de nos communications, tout le superflu pour rester vraiment concentré sur le besoin du client et sa représentation. Donc, praticité en un. En second, il faut être rapide. J'ai vu dans les slides que la réactivité était reconnue sur plusieurs secteurs d'activité, donc dans les services financiers aussi. Il faut savoir être rapide. Rapide, c'est travailler ses temps de réponse. On a un consommateur très, très exigeant. Donc, il faut savoir travailler ses temps de réponse sur le fixe, certes, mais sur le mobile aussi. Sur le mobile, on a des expériences qui nous montrent qu'en améliorant les temps d'affichage des pages, on a un consommateur qui va rester plus longtemps sur notre site et surtout procéder à un acte de vente. Donc, rapidité et bien évidemment accessibilité. Aujourd'hui, le consommateur veut avoir ce rapport avec cette marque utilitaire, quel que soit le terminal qu'il a entre les mains. Un Internet fixe, mobile, tablette, une page Facebook, peu importe, il veut pouvoir rentrer en contact avec nous, il nous faut vraiment couvrir le terrain. Et puis un dernier point, c'est pour fournir un service simple, il faut instaurer une relation de confiance. Et cette relation de confiance, c'est en travaillant sur la réassurance et la proximité entre la marque et le consommateur. Pour cela, le digital amène des points très positifs. L'usage de la vidéo nous aide grandement. Vidéo qui scénarise le service, vidéo qui scénarise notre relation client pour être pédagogique en moins d'1 minute 30. Bien évidemment, les plateformes des réseaux sociaux participent à travailler sur cette proximité, à remonter aussi beaucoup de verbatim, de témoignages clients qui seront ensuite, bien évidemment, de grandes valeurs ajoutées dans les parcours de relations que nous avons avec nos clients. Et je crois que vous avez lancé une initiative, notamment sur du chat, qui est vraiment intéressante sur cette capacité finalement à intervenir dans le parcours et à illustrer cette simplicité, cette rapidité, cette accessibilité et la confiance derrière. Je crois que vous aviez des retours très concrets sur le sujet, non? Voilà, donc sur le chat, on a lancé le chat pour parfaire notre relation client. On l'a vu sur deux objectifs. Un premier objectif, c'est travailler sur l'avant-vente. On est sur un prospect froid. Le besoin va naître, il n'est pas encore complètement là. Donc le consommateur est en réassurance, en recherche d'informations, et le chat, effectivement, est proposé à ses consommateurs. Ça, c'est le premier point. Et puis on le propose aussi pour les parcours de navigation sur les sites, notamment les tunnels de transformation, les formulaires que l'internaute a à remplir. Le chat peut être une aide à la co-navigation et aider l'internaute à vivre mieux l'expérience sur le site web. Alors effectivement, on a de bons retours. C'est surtout des retours qualitatifs qui nous encouragent vraiment à poursuivre cette initiative du chat dans sa relation d'avant-vente. Alors je vous ai ramené quelques verbatim. C'est les internautes qui, à la fin d'une conversation de chat, je suis toujours surpris par ça, mais jugent important pour eux de nous renvoyer un retour positif. Donc on a du très accueillant, les renseignements sont clairs, merci beaucoup. C'est clair, c'est rapide, c'est agréable. Vous voyez, on retrouve la notion de rapidité. Le chat participe vraiment à cette exigence. Super le chat, super la co-navigation. Là, c'est tout simplement quelqu'un qui nous a avoué que ça avait été utile pour lui. Et puis un dernier, en passant par le chat en ligne, c'est vraiment plus rapide que par téléphone. Je n'avais pas vu les slides avant, mais la rapidité revient comme un critère de choix numéro 1. Donc le chat, par contre, d'un point de vue quantitatif, les comportements du consommateur restent encore un peu loin du chat, c'est-à-dire qu'on a une petite partie, je pense, des internautes qui l'utilisent. Ceux qui l'utilisent en sont contents, on espère qu'ils s'en feront l'apôtre et qu'ils arriveront à convaincre d'autres internautes. Mais aujourd'hui, on pense aussi à compléter le chat d'autres solutions comme les questions-réponses dynamiques, les FAQ dynamiques, qui consiste à proposer à l'internaute une saisie libre pour trouver réponse à sa question avec des algorithmes qui matchent par pertinence.
parce qu'on pense que dans la recherche d'informations avec une marque, certains consommateurs préfèrent éviter un contact commercial parce que le chat, c'est aussi un contact commercial. Et par rapport à ce que vous disiez, sur des retours très positifs, d'un point de vue qualitatif, comment est-ce qu'on fait pour se dire, oui, il faut que je continue à investir là-dedans, il faut que je continue à le développer. Vous disiez, il faut y aller FAQ dynamique, certes, mais comment est-ce que du coup on trouve l'équilibre dans ce parcours pour être aussi rapide, simple et accessible? Le premier équilibre à trouver, c'est déjà décloisonner les chapelles. Décloisonner les chapelles, c'est tout bête. Il faut mettre le numéro de téléphone sur un site internet. C'est tout bête. Un truc de dingue. C'est un truc de fou. Même si le téléphone vous pique les ventes, en fait. C'est ça. Donc il faut déjà décloisonner les organisations et vraiment vivre l'omnicanal au niveau de l'organisation. Ça, c'est fondamental. Un site web, le site digital, c'est avant tout la vitrine de la marque, quels que soient les canaux. Le chat aujourd'hui, il trouve sa place dans toute logique, au même titre que l'email entrant, que le coup de téléphone à la relation clientèle. La relation clientèle passe beaucoup encore par téléphone. On s'aperçoit que les outils de self-care, alors les outils de self-care, c'est les outils de gestion d'un compte qui permettent à un internaute de se débrouiller tout seul finalement, sont aujourd'hui bien évidemment utilisés par les internautes, mais une grande partie de nos clients continuent à appeler par téléphone. Les outils de self-care dans la relation client ne participent pas à assouvir tous les besoins des consommateurs. Donc le chat pour nous, c'est un relais du téléphone, quelque chose qui va beaucoup plus vite. C'est j'ai une question, j'attends une réponse. Le chat, c'est parfait. Le téléphone, c'est pour des questions plus complexes. Et l'Internet, c'est finalement, j'ai pas de questions, j'ai juste un acte à engager. Cédric Bellois, une réaction par rapport à ce qu'évoquait Renaud Ferrand et derrière l'utilisation multicanale, peut-être aussi un point sur la nécessaire connaissance client et la récupération de toutes ces données? C'est extrêmement important, effectivement, parce qu'on touche à la constance, en fait. On ne traite pas plus ou moins bien, mais on traite au moment où le client le veut. En fait, là aussi, on inverse la donnée. Le doux rêve, c'était que tous les clients arrivent sur l'espace client, avec la relation client et aucun appel. C'est un rêve qui est en fait un cauchemar, parce qu'on ne connaît plus ses clients après derrière. Effectivement, je parlais de millions de contacts tous les ans. Il faut réussir à les exploiter. Alors, ça fait énormément de données. On s'y perd un peu. Et il faut réussir à le structurer. Donc là aussi, il faut avoir une organisation qui colle avec. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la relation client, nous, on a intégré les équipes de satisfaction. Elles ne sont pas détachées, mais on les a bien, nous, à côté de nous, et de façon très opérationnelle. Ce n'est pas que des gens qui font des études, même si je vous en ai parlé tout à l'heure. Ce sont aussi des gens qui vont aller cruncher de la donnée, on va dire, qui vont aller regarder des cas clients très concrets et qui vont essayer de remonter ça pour un cercle d'amélioration continue. Et de votre côté, Cofinoga, justement, sur cet investissement en termes de connaissance client, comment est-ce que vous faites ça aujourd'hui? La connaissance client, l'avantage c'est qu'on est une entreprise qui travaille depuis très longtemps sur la base de données, donc on a cet ADN vraiment en nous. La connaissance client, c'est effectivement, je rejoins complètement Cédric sur la relation téléphonique qui est vraiment source des meilleurs inputs pour cette connaissance client. Mais il y a un enjeu très fort, c'est réagréger les données issues d'un surf, d'une navigation digitale. Ça se complique en plus, puisque c'était sur le fixe, maintenant c'est sur le mobile, c'est sur les tablettes. Donc déjà, rien qu'au niveau du digital, il faut faire tout converger. Et surtout faire converger ça avec l'ensemble des interactions contacts qu'on peut avoir le client. Donc il faut avoir un CRM qui arrive à tout faire, ou en tout cas plusieurs CRM qui ont des passerelles bien étudiées. Et puis la connaissance client, l'important, je pense que c'est pas tant le stockage de données, c'est les questions qu'on se pose. Savoir se poser des questions précises et step by step. Ne pas vouloir tout savoir d'un coup, parce que c'est l'assurance d'avoir toutes les données, mais de ne pas les utiliser. Ouais, finalement, beaucoup de bon sens par rapport à des investissements qui peuvent être assez énormes, c'est ça? Oui, il faut rester humble. On a 2 hémisphères, il y a beaucoup de données, petit à petit. Patrick, je vous vois hocher de la tête sur cette notion de connaissance client qui vous tient à cœur. Oui, en fait, on essaie souvent d'expliquer en quoi, parce qu'on parle aussi de la big data, c'est le gros truc à la mode en ce moment, et on essaye d'opposer ça, nous, à la good data. C'est un peu pour dire, rejoindre ce que disait Renaud, il faut vraiment avoir conscience qu'on ne va pas pouvoir tout mouliner et vouloir à tout prix sortir de tout. Il faut vraiment se poser les questions de l'utilité, de ce qui est bon et aller au pas le pas et pas essayer de tout mouliner parce qu'on est voué à l'échec.
Vous savez, je lisais une étude récemment qui disait qu'il y avait que je crois, même pas 5 ou 10% des données récoltées par l'entreprise qui étaient utilisées. La vraie question maintenant, au-delà de qu'est-ce qui est utilisé, c'est de dire qu'est-ce qu'il est utile d'utiliser en fait. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de données qui sont emmagasinées, qui ne servent à rien. Et comme disait Renaud, on n'a pas la capacité à tout analyser, mais je crois que le vrai enjeu, ça sera d'arriver justement à savoir qu'est-ce qu'il faut aller utiliser et à quel escient pour pouvoir être performant et pas vouloir à tout prix analyser tout et sortir des gros mastodontes qui, à un moment donné, seront dépassés par la rapidité avec laquelle les tendances de consommation évoluent. Je voudrais quand même rajouter quelque chose, c'est que, y compris sur le digital, les enquêtes de satisfaction à chaud sur l'expérience qui a été proposée, notamment sur un espace client, sont à mon avis des prérequis. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans la big data, on est dans la data très pratique et très utile. Je rejoins un point de Cédric, il est toujours bon d'avoir ces enquêtes de satisfaction à chaud avec des zones ouvertes. Bien évidemment, on ne vous félicitera pas, on attirera toujours votre regard sur ce qui ne marche pas, et c'est ce qu'on attend. Ça arrive. Hein. Ça arrive aussi, oui, tu as raison. Mais c'est sur le lot. Non, ces enquêtes de satisfaction à chaud sont toujours importantes avec les équipes. On les prend vraiment en considération. C'est un excellent retour. Ça nous évite aussi de passer notre journée à tester les services qu'on propose. Ce retour du consommateur, c'est toujours une source de priorisation des développements à mener. Alors, on a beaucoup parlé effectivement du sens dans cette relation marque-client, de ces aspects de parcours client, omnicanal, pour reprendre vos termes, aussi de la question de se dire cette connaissance, elle est au cœur de ce qu'on peut faire derrière en restant vraiment back to basic. Il y a un point que vous commenciez à évoquer tout à l'heure, et vous l'avez entendu Cédric et Patrick, sur cette question d'organisation, finalement, dans cette ère digitale, dans cette ère du real-time marketing. Quels sont les impacts sur l'organisation et comment est-ce qu'on peut travailler ça ? Alors, on se prépare quand même quelques mois et quelques années assez intéressantes par rapport à ça. Je crois que le métier de marketing, e-marketing, ce que vous voulez, c'est un petit peu ce qu'on va en faire. Donc j'en appelle à votre conscience à tous d'arriver à faire comprendre aux entreprises et aux directions générales, je sais que c'est pas facile, en quoi le nœud de la guerre il se situe là, dans la manière qu'on aura de développer de manière assez transversale, hein, parce qu'on se rend compte que nos métiers doivent impérativement se décloisonner, on se rend compte que l'impact et la sphère d'influence du marketing est très importante au sein de l'entreprise pour aller voir aussi bien ce qui se passe à la relation client qu'à l'informatique, au système d'information. Donc l'organisation doit être vraiment adaptée, modelée, de telle manière à ce que l'efficacité opérationnelle soit vraiment le premier point d'une réussite du marketing. J'insiste beaucoup sur cette question d'opérationnel parce qu'on se rend compte que c'est là que tout va se passer. C'est la manière qu'on aura à arriver à déployer de manière très opérationnelle. C'est ce qu'on voyait là sur les exemples, hein, justement. Cette stratégie marketing, comment on arrive à la quantifier, la qualifier et surtout la faire évoluer par rapport à ce que le consommateur attend de nous. Et ça se fait vraiment de manière très transversale au sein de l'entreprise et avec un poids de décision qui doit être vraiment au niveau de la direction générale. Donc, au sein du Club des annonceurs, depuis longtemps, puisqu'on a fait des études très poussées avec des directions marketing, des directions générales, on milite et on sait que ça va se passer comme ça. Et aujourd'hui, il faut que ça aille vite parce que c'est maintenant que les décisions doivent se prendre, c'est maintenant que les entreprises doivent agir. Hein. Dans ces périodes-là, c'est toujours là où on arrive à bien se réinventer. Et cette notion de marketing décisionnel, stratégique, doit être vraiment au cœur des préoccupations de l'entreprise sur ces aspects relation avec le client. Ouais, je crois que ce sont des points importants. Il y a des exemples comme ça, vous connaissez sans doute, de Voyage SNCF qui constitue une Love Team, qui est vraiment une organisation du coup très agile. Le choix que vous avez fait côté Poweo Direct Énergie, c'est directement d'ancrer ça au niveau de la direction générale, enfin du COMEX, c'est ça, oui. Et d'ancrer ça dans l'organisation. On n'est pas sur une cellule agile qui serait à côté. Même si vous êtes quand même assez agile, hein, je vous vois réagir quand même, je sens l'homme agile derrière vous. Blague à part, effectivement, il y a des choix de... J'ai une organisation, je crée quelque chose en plus au-dessus de l'organisation, ou j'ancre ça directement au niveau du comité de direction. Alors, on est encore, nous, à l'ancienne
même si on est assez récent, on est encore en silo malgré tout. Et ça, la limite de l'exercice, il est là finalement. C'est que moi, je ne dépends pas du marketing, je travaille avec, il travaille avec moi. On a des relations clients-fournisseurs, mais finalement... Je parlais de Love Team, c'est une relation d'amour en fait. Oui, alors on n'y est pas tout à fait encore, et on arrive encore à ne pas être d'accord sur certaines choses, chacun tirant un peu la couverture à soi, alors que c'est une erreur. Alors si je le dis, c'est qu'on le sait, et si on le sait, c'est qu'on travaille dessus. Et on est plutôt dans cette démarche, effectivement, de réussir à trouver des choses qui vont être plus matricielles, finalement, tout en dépendant, parce qu'il y a quand même des organigrammes qui sont posés, il y a quand même des gens qui doivent dépendre de quelqu'un pour que ça fonctionne. Il faut toujours un chef quelque part. Mais c'est de réussir, finalement, à détacher des directions, des différentes directions, pour créer des équipes en fonction des thèmes. Je disais que nous, on ne s'intéressait pas du tout au 2.0. Enfin, vous avez compris que si, bien sûr, on s'y intéresse, mais typiquement, le marketing est leader dessus, mais il a pris dans sa réflexion de la relation client, de la DOSI, du commerce aussi, bien sûr, et même de la finance, histoire d'avoir une vue qui est beaucoup plus transverse. Alors, c'est l'idée par le marketing, pour le coup, ce qui me paraît tout à fait cohérent. Mais on essaie de travailler dans cette optique-là, qui est beaucoup plus, effectivement, agile, et qui peut s'arrêter du jour au lendemain, parce qu'on n'était pas sur la bonne voie, et on recommencera quelque chose le lendemain, beaucoup plus pertinent, parce que les outils vont évoluer, les concepts clients aussi. Et ça, pour que ça fonctionne, il faut que j'ai un directeur général qui ait compris ça, c'est ça ? C'est mieux, oui. Ouais, ça aide. D'accord. Mais comment est-ce qu'on fait pour le convaincre ? Parce que ça interpelle quand même le fait d'avoir... Alors, il y a deux choses qu'il faut bien apprécier. Soit il a compris, de toute façon, s'il n'a pas compris, le client, le consommateur, va vite lui faire comprendre qu'il fallait comprendre avant. Donc, c'est toute cette technique qu'il faut arriver à comprendre, c'est-à-dire l'urgence de la décision, de mettre vraiment en transversal ces fonctions-là, ou de mettre en collaboration très proche, la Love Team, les différents tenants et aboutissants de ce qu'on peut appeler quelque part le parcours du client d'aujourd'hui, la relation client, la relation financière, la relation marketing, ce que je reçois comme message. Donc on voit bien quelque part le parcours même du client, il est en train de dicter comment ça doit se passer de manière transversale au sein de l'entreprise. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre au patron d'entreprise, au directeur général. C'est tout simplement en se mettant dans la position du client et en lui expliquant quel est le parcours aujourd'hui du client et en quoi ce parcours fait appel à différentes compétences qui sont au sein de son entreprise. Le client ne fait pas la différence entre la relation client, la publicité qu'il a reçue, l'email ou la manière dont il a été reçu dans le magasin. Donc, si vous n'avez pas un lien très intéressant et très fort qui se fait au sein de l'entreprise par rapport à ça, vous n'allez pas être en adéquation par rapport à la demande des différents points de contact du client. Donc, c'est pas évident à faire comprendre et en même temps, c'est très évident. Donc, ça dépend qui vous avez en face de vous. Le terrain, c'est vraiment bien pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'expérience du client final, les testimoniaux de ce que peuvent dire les clients ou le mettre dans un contexte de parcours client tel que vous pouvez l'identifier, ça c'est radical. Nous, c'est ce qu'on fait dans les voyages d'études, c'est ce qu'on essaie de faire passer également avec le club, parce que quand on montre l'opérationnalité de ce que vit le client au quotidien, ça c'est tout de suite, les choses arrivent assez rapidement. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est justement d'essayer de les mettre dans la posture du client final, dans la diversité des points de contact qu'ils ont avec votre marque. Et là, je pense qu'il y a certaines choses qui vous permettront de mieux le persuader, si tant est qu'il faille encore le persuader. Et justement, dans cet exercice de persuasion, le fait de se mettre dans la peau du client, donc il y a les voyages d'études, il y a depuis de nombreuses années cette notion de focus group, on voit aussi émerger toute la dimension d'open innovation et le fait de se dire, j'évoquais tout à l'heure l'exemple très concret du Crédit Agricole qui s'est engagé dans cette voie-là de façon assez innovante. Comment est-ce que les uns et les autres, porteurs de grandes marques, vous réagissez à cette dimension-là ? Si je fais le parallèle, un focus group, j'ai une dizaine de personnes dans la salle, grâce au digital, je peux toucher 100 000, 1 million de personnes. Finalement, comment est-ce que vous abordez ça et en quoi c'est important dans cette relation marque-client ? Nous, on est un projet en fait de plateforme communautaire, un petit peu à l'instar de ce qui s'est passé, ce qui se passe sur le Crédit Agricole hors IT. L'idée, c'est les réseaux sociaux sont une communauté, enfin, on l'entend partout, mais c'est des communautés très ouvertes avec finalement un niveau d'information très dilué. Il est très difficile de faire ressortir vraiment des avancées pragmatiques et concrètes. Donc c'est revenir sur son cœur de cible en fait, ne pas être disséminé aux quatre vents, revenir sur son cœur de cible et inviter ce cœur de cible autour d'une plateforme communautaire pour procéder à de la co-construction, pas créer, je dirais, une longue conversation sans fin annuelle, mais plutôt de lancer des thématiques, donc il faut avoir ces thématiques. Créer de la co-construction, alors je le dis d'autant plus que nous on est sur un marché mature,
très encadré par le légal, donc la relation client est tout, et il est important pour nous d'aller chercher ce besoin aussi en dehors des études classiques. J'aimerais que d'inviter ce cœur de cible à pas se mettre à notre place, mais à rentrer un peu plus dans cette attente, comment elle pourrait se transformer. Voilà. Donc ça, c'est le projet que l'on a actuellement. Nous, on a pu créer ça autour d'une box de maîtrise de la consommation, qui est encore quelque chose qui est relativement innovant, puisque très peu présent, et qui va amener à se développer, qui est finalement, en termes d'outils, le meilleur outil qu'on proposera à nos clients. Enfin, on le souhaite, si ça fonctionne et si vous avez tous des compteurs équipés conformément, c'est dans 5 ou 10 ans, donc on est un peu en avance. Mais pour autant, il y a des expérimentations, et là, on crée une communauté, en fait. C'est nous-mêmes qui créons cette communauté. Elle n'est pas ouverte, elle est uniquement pour les clients qui font partie de ce pilote, si on peut dire. Et pour le coup, comme c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, on ne sait pas réellement ce que peuvent en attendre les clients, on leur demande en quoi ça les interpelle, qu'est-ce que ça veut dire leur relation avec Poeo Direct Energy, de pouvoir maîtriser sa consommation, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, comment ils veulent être facturés aussi, comment, quand ils ne veulent pas payer, ils veulent pouvoir trouver des solutions, mais sur vraiment toute petite partie de nos 1 million de clients. Mais on prépare l'avenir finalement grâce à ça. Mais ça reste chez nous pour l'instant. Sur ces histoires de co-construction, ce que disait Renaud est très important. Il faut savoir à un moment donné commencer un échange, une relation avec le consommateur sur ça, et savoir l'arrêter aussi, parce que ces discussions très longues ou les thématiques où on ne voit pas sur quoi ça va déboucher, le consommateur il voit très vite ça et très vite il se désengage par rapport à ça. Donc il est très important de bien, parce que beaucoup vont le faire, on le voit bien sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, donc d'être extrêmement précis sur la proposition de valeur qu'on amène au consommateur, ce qu'on attend de lui, qu'il accepte ou pas, et puis comment surtout on le tient au courant de l'utilité de son engagement. Parce qu'aujourd'hui, les consommateurs qui s'engagent vis-à-vis d'une marque, c'est parce qu'ils ont envie de le faire, c'est parce que ça leur plaît, ils ne le font pas si ça ne leur plaît pas, mais ils aiment bien aussi quand à un moment donné, on les tient au courant de là où on est allé grâce à eux. Et ça, c'est très important, que c'est réussi ou que ça n'est pas réussi d'ailleurs, parce que le consommateur est tout à fait mature pour savoir qu'un truc a échoué ou a réussi. Donc c'est très important d'avoir ce continuum avec le consommateur, aussi bien sur ce que ça a fait, comment ça a continué, et sur quoi ça a débouché. Très très important. Très bien. Je crois qu'on arrive au moment où on peut ouvrir sur les questions-réponses. Peut-être quand même un mot de conclusion chacun sur ce qui vous paraît le plus important justement dans cette relation marque-client. On a abordé beaucoup de sujets. Qu'est-ce que vous auriez envie de passer comme message à l'assistance ? Je resterai sur mes mots du début. Simplicité, rapidité, praticité et une dose de réassurance. Merci. Je reviendrai sur ce que j'ai dit. Alors, faire du sens et des hommes pour les hommes. Avec ces basiques, on pourra surmonter tous les nouveaux outils, on pourra les affronter et surtout les intégrer, anticiper. Là où sinon on subira parce qu'on n'aura pas mis à l'endroit finalement notre relation entre le consommateur et la marque. Moi, je vais rajouter humilité parce qu'on apprend tous, aussi bien le consommateur que nous. Donc, il est très important dans ce que je qualifierais comme étant une nouvelle relation d'égal-égal entre les marques et le consommateur, d'être humble, de ne pas être donneur de leçons, mais de surtout dire qu'on a aussi bien à apprendre les uns des autres et que c'est très important d'avancer comme ça. Très bien. Donc avec beaucoup d'humilité, je crois qu'on peut se tourner vers la salle sur les questions que vous pourriez avoir avec nos 3 intervenants de qualité là. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. On a vu l'exemple de Nike qui engageait la relation client au travers d'une action qui n'était pas directement commerciale, au travers de l'expérience, de parcours de running. Est-ce que chez Cofinoga et chez Direct Energy, vous réfléchissez aussi à un engagement autre que commercial, comme vous nous l'avez décrit, au travers d'actions ou d'événements qui ne sont pas directement liés à votre action commerciale, votre cœur de métier, mais annexes pour créer du sens autrement qu'au travers d'une relation commerciale?
c'est jamais très éloigné. On n'est pas complètement altruiste encore aujourd'hui. On n'est pas assez mature sûrement pour ça comme Nike, mais forcément pas très loin non plus de la responsabilisation par rapport à la maîtrise de l'énergie. Donc ça, forcément, on n'est pas très loin de notre métier, mais on est aussi sur ce type de réflexion de savoir comment on peut, avec nos clients, leur proposer des choses autour de cette maîtrise de l'énergie. Et puis après, c'est aussi être acteur de la maison centré autour de l'énergie. Donc on est malgré tout quand même sur notre métier, mais en essayant de trouver des accointances par ailleurs, et qui ne sont pas forcément des choses qu'on va valoriser pur et dur, sonnant et trébuchant, mais qui permettent d'asseoir finalement cette légitimité, puis la relation qui sera encore plus forte. Pour Coffee-Noga, on a aussi des initiatives, mais Nike est une marque aspirationnelle, donc on est une marque utilitaire. Il faut qu'on sache aussi rester à la place que le consommateur nous donne. Aujourd'hui, on travaille effectivement sur les lignes éditoriales sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, autour d'une thématique qui est la consommation utile. On ne parle pas directement du financement, mais je dirais d'un mode de gestion budgétaire autour du financement. Mais on y va step by step, on apprend, là avec beaucoup d'humilité, je reprends le mot de Patrick qui nous est cher aussi. Mais voilà, on est quand même une marque utilitaire, donc il est moins évident pour nous d'ouvrir ce territoire de marque et de proposer une relation très ludique au consommateur qui ne l'attend pas forcément. Ça rejoint la question de l'ADN. Hein. À un moment donné, vous êtes vraiment, vous avez un parcours par rapport à votre marque et par rapport à votre ADN. Il ne faut pas essayer d'aller là où le consommateur ne vous attend pas et n'a pas envie de vous retrouver. Et c'est ce qu'on voyait aux États-Unis. Hein. Il y avait une vraie diversité sur les postures par rapport à ça. Même dans le milieu des marques de sport, la posture de Reebok n'est pas du tout la même que Nike ou qu'Adidas. Et elles sont parfaitement. Elles ont besoin aujourd'hui d'être parfaitement différenciées. Là où, pendant une certaine époque, toutes ces marques de sport en fait, se ressemblaient beaucoup, on voit aujourd'hui la nécessité pour chacune d'entre elles de revenir à ces basiques d'ADN. Et c'est un vrai retour, c'est ce que je disais au début, de la fonction marketing qui devient très, très utile sur ces moments-là. Question, là, je vois quelqu'un qui... Oui. À ce propos, vous avez un exemple d'échec d'adéquation entre l'ADN, les technologies utilisées En fait, des exemples, on en a même en France. Je ne vais pas citer une marque en particulier, mais vous savez, le phénomène tablette a engendré une espèce de frénésie sur le point de vente l'année dernière et un petit peu encore cette année, d'aller mettre des tablettes partout sur les points de vente. Sans même se poser la question de l'utilité réelle de mettre des tablettes iPad et autres sur les points de vente. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que pour la majorité des points de vente qui mettaient des tablettes à l'usage des consommateurs, c'est un échec retentissant. Parce qu'en fait, le consommateur, la tablette, déjà, il l'a, ou il a l'intention d'en avoir une, ou il a un smartphone, et aller consulter une tablette sur un point de vente qui est l'unique, je dirais, restitution de ce qu'il a déjà quand il est chez lui, puisque globalement, les 3/4 des tablettes mènent sur des sites web ou des apps qui sont déjà accessibles à la maison, en fait, n'a absolument aucun intérêt. Et ça, c'est des échecs retentissants. J'étais assez surpris de voir certains points de vente où on avait tous les portants métalliques. Et il n'y avait plus de tablettes, il ne restait plus que les portants métalliques qui attendaient juste qu'on les scie et qui étaient faits pour mettre des tablettes en protection. Et on voit plein de ventes qui les ont enlevées. C'est un exemple typique de précipitation qui est lié non pas à l'usage et à l'utilité, mais qui est lié à la mode. La tablette, c'est important, on va en mettre dans le point de vente, ça va marcher. Ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Peut-être en complément, c'est vrai que moi j'ai d'autres exemples comme ça de lancement. Vous parlez d'une tablette, d'équipements de commerciaux directement au magasin, avec des tablettes, pour se rendre compte que le service qui avait été imaginé, c'est de pouvoir aller au-delà de ce qui est dans le magasin, donc d'accéder au stock. Problème, pas de Wi-Fi dans les magasins. Et ça, ils s'en sont rendus compte le premier jour d'ouverture. Pardon l'expression, ça fait un peu bête. Première chose. Deuxième chose, pas de formation des commerciaux. Troisième chose, pas d'intégration avec le back-office.
Quatrième chose, pas du tout de réflexion, et c'est vraiment le point fondamental, dans le parcours du consommateur. Vous parliez tout à l'heure de web to store, de store to web, etc. Finalement, dans la continuité de ce parcours, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça peut paraître des choses complètement aberrantes ou évidentes qu'il faut arriver à gérer. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui, et la tendance est en train de baisser, mais il y a quand même aujourd'hui une focalisation sur la technique et sur le côté paillettes et sur le côté il faut avoir ce type d'innovation technologique. Ce qui me plaît beaucoup dans le témoignage ici des trois marques, c'est de dire, attendez, revenons aux fondamentaux de cette relation client. Le real-time marketing, c'est formidable, mais pour quoi faire? Et en quoi ça s'inscrit dans du traitement à chaud, dans un équilibre avec le traitement à froid et dans cette continuité de service qui va garantir au final l'attachement de la marque. Et je pense qu'en tant qu'annonceur, il y a un gros travail à faire sur, finalement, quels sont les fondamentaux de cet attachement à la marque, que ce soit un côté inspirationnel, que ce soit un côté simple dans la relation, que ce soit un côté finalement utilitaire, mais vraiment de se reposer des fondamentaux. Et je trouve qu'avec le digital, on a sans doute perdu ça, qui est de se dire, mais finalement, quelle est la proposition de valeur pour mon consommateur, qui est l'activité d'un directeur marketing de base. C'est la question fondamentale. Mais n'oublions pas ça. Peut-être à droite, là, avec les deux mains levées. Bonjour. Je voulais vous poser la question sur le rôle de la relation client. Là, on a évoqué tous les outils qui sont internes finalement à l'entreprise, mais tout ce qui va être forum sur Internet, peut-être la presse, qui n'est pas forcément délicate avec la marque, et savoir comment la gérer. Est-ce qu'il faut avoir quelque chose en interne qui va gérer uniquement ça? Et quel message adopter justement au niveau de la boîte? Alors, dans tout ce qui est la relation avec les tiers, que ce soit la presse ou même les prescripteurs, puisqu'il peut y avoir des grands prescripteurs, je pense que la clé, c'est vraiment de partir toujours de cette histoire de client. C'est-à-dire que dès le moment où on arrive à montrer en quoi nos axes sont vraiment ancrés sur les besoins du client et on arrive à le faire comprendre, je pense qu'il n'y a rien de mieux. Maintenant, on rentre dans un monde où il faut bien avoir conscience que la relation avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe sur le digital, fait qu'en fait, les directions marketing doivent être parfaitement conscientes qu'elles vont prendre des coups. Mais je dirais, il faut simplement se rendre compte que prendre des coups, c'est quelque chose d'assez positif. C'est un peu comme dans la vie. Moi, je fais surtout souvent ce comparatif. Lorsque vous êtes avec un ami et que vous faites des trucs sympas, il vous aime bien, et puis un jour, vous avez fait un truc qui lui plaît bien, moins, et vous le dit, et il n'est pas content, et vous le fait savoir. C'est pareil avec le consommateur. Il faut avoir conscience qu'on est rentré dans une relation d'égal à égal où tout le monde a le droit de s'exprimer, peut mieux s'exprimer, à l'occasion de pouvoir s'exprimer de manière beaucoup plus visible. Et une direction marketing doit avoir conscience de ça, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut en avoir peur. Aujourd'hui, on voit que nombre de directions marketing sont un petit peu tétanisées à l'idée de prendre des initiatives, de peur que ça leur revienne en boomerang. Je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, bien sûr, il faut toujours bien étudier, mais faut faire preuve d'initiative parce que l'initiative, à un moment donné, lorsqu'elle est bien ciblée, elle est toujours payante. Et concrètement, nous, on remonte l'ensemble de ce qui... on essaye en tout cas de remonter tout ce qui traîne sur le web au sens large, blog, forum ou autres, y compris les médias. Et c'est traité à l'intérieur de la relation client. C'est-à-dire que ce sont des équipes spécialisées pour le coup qui sont, on pourrait dire, service conso ou des emailers internes. Et là, pour le coup, on garde la main complète dessus. Ça, on ne l'externalise pas du tout. Et ça fait partie des choses sur lesquelles on est extrêmement sensible aussi parce qu'on a bien conscience, même si c'est un acte d'amour que de donner une baffe, qu'à un moment donné, il faut quand même qu'on canalise la chose et qu'on soit bien sûr de qui va répondre et qu'est-ce qui va répondre. Et on est sur de l'écrit et de l'écrit qui se diffuse. Donc ça, ce n'est que de l'équipe interne et que, évidemment, des gens, alors là, on est à un niveau d'expertise, de la compréhension de l'ensemble de notre métier, de la façon de le faire, de nos outils, qui est à peu près total. Et ça fait partie des gens qui... c'est presque le nec plus ultra de nos conseillers, plus, quoi. Mais que de l'interne. En aucun cas, ça, on le donnera à quelqu'un d'autre parce que c'est évidemment directement comme faire une page de pub sur le 20h, quoi. Tout à fait d'accord avec Cédric. Je voudrais juste rajouter sur les forums. Les forums, le problème, c'est que c'est très difficile d'identifier ces posts. C'est pour ça que j'incite vraiment les marques à lancer le service après-vente sur Twitter.
Il n'y a pas beaucoup de volume, mais au moins, si le consommateur a quelque chose à nous dire, il a un canal réseau social direct pour nous interpeller. Ça nous facilite la tâche parce qu'aller explorer tous les forums, on n'a pas encore trouvé l'outil miracle. Donc voilà, je voulais juste rajouter internaliser et puis ne pas avoir peur d'ouvrir les vannes, notamment de Twitter qui, à mon sens, est très bien indiqué pour cela, pour que ces réprimandes ou ces insatisfactions nous soient exprimées directement pour traitement. Ou même ces demandes, parce qu'on se rend compte même que sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui utilisent Twitter tout simplement pour demander des choses. On n'est pas obligatoirement dans une relation conflictuelle, on est souvent dans de la relation client ou du questionnement, des demandes d'informations, et c'est extrêmement ça. Twitter, je rejoins, c'est extrêmement adapté pour ça. Si tant est qu'il faille bien s'équiper, et je rejoins ce qui était dit sur le fait que c'est des choses qui ne peuvent pas ne pas être internalisées. C'est vraiment chez vous qu'il faut que ça se passe. Et c'est là que vous avez vraiment l'ADN de votre marque et de la relation, c'est vraiment chez vous, quoi. Il y a une dernière question, profitez-en. Alors peut-être en mot de conclusion, ce que je retiens des témoignages ici, c'est qu'il y a, vous l'avez vu, un formidable potentiel lié à ce real-time, lié à ce digital, dans cette relation marque-client. Ce que je retiens des témoignages, que ce soit de Laser, de Cofinoga, de Power Direct Energy, c'est revenons sur des fondamentaux de cette relation, revenons sur du sens dans cette relation, revenons sur finalement ce qui va créer de la fidélisation, ce qui va créer de l'attachement tout au long de l'étape de je m'informe jusqu'à effectivement je consomme le service ou le produit. Et ça nous paraît vraiment essentiel. Et on a une manière finalement de redéfinir les choses entre finalement quel est le besoin, quel est le service, quel est l'usage et quelle est la technologie. Et c'est vrai qu'on a tendance souvent à oublier un peu trop vite le besoin du client, le service que je veux lui proposer, quel usage il va y avoir derrière, et de se focaliser un peu trop sur une dimension technologique ou d'aller un peu trop vite parce qu'un concurrent l'a fait et que vis-à-vis de la direction générale, finalement, ça fait bien de se dire tiens, mais attends, je ne comprends pas, on n'est pas sur Twitter, on n'est pas sur les médias sociaux, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment has-been. Et je pense qu'il faut avoir le courage, et ce n'est pas facile de faire ça, mais il faut avoir le courage de faire ça. Et je trouve qu'il y avait des témoignages très concrets justement sur cette capacité, à être ce que moi j'appelle poète paysan, c'est-à-dire la capacité à rêver et imaginer des choses qui sont très très fortes en termes de relations, tout en ayant vraiment les pieds dans la terre sur, attendez, il y a des services qui sont là et qui doivent être maîtrisés. Voilà, je vous remercie, merci à tous les trois. Je crois qu'on peut les applaudir très fort et merci à vous pour votre attention.